Georges Fenech, à Lyon, vous étiez juge d'instruction et notamment juge d'instruction des mineurs. Donc, vous connaissez bien la réglementation, et évidemment les lois qui régissent le traitement des délinquants mineurs. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez, après les événements notamment de Mâcon, des Chirolles et d'un tas de petites villes, que les assauts de mineurs mettant le feu, détruisant un certain nombre d'instruments publics, est-ce qu'il y a vraiment une augmentation et une prolifération de ce type de comportement? Alors écoutez, la question de la délinquance des mineurs, c'est le fléau de notre société. C'est le grand défi de notre société, avec le narcotrafic, mais souvent c'est lié. On n'a pas été fichu de traiter cette délinquance des mineurs à la hauteur, la gravité. Bien sûr, ça a explosé. On a aujourd'hui 2 fois plus de délinquance de mineurs qu'on en avait il y a à peu près 20 ans. 2 fois plus. Pour vous donner un ordre d'idée, un crime ou délit sur 5, tout confondu, est le fait d'un mineur. Vous citez le cas de Mâcon ou des Chirolles, mais rappelez-vous les émeutes de juin-juillet 2023, où la France était sans dessus dessous. Attaque, incendie des commissariats, des mairies, des écoles, vous vous souvenez, suite à l'affaire du petit Naël, du jeune Naël. La moyenne d'âge des fauteurs de troubles était de 17 ans. Donc des mineurs. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays depuis autant d'années, de décennies même, qu'on n'ait pas réussi à juguler, à faire reculer cette délinquance des mineurs, qui est de plus en plus importante, de plus en plus grave. Moi, quand j'étais juge d'instruction des mineurs à Lyon, j'ai jamais vu de règlement de compte à la Kalachnikov, des jeunes, même des tueurs à gages de 14 ans, comme on a vu à Marseille, ça n'existait pas. Il y avait certes des infractions, des petits trafics de stupéfiants, des petits règlements de compte, quelquefois à l'arme blanche ça arrivait, mais assez rarement. Et aujourd'hui, les mineurs sont auteurs et victimes. Vous avez beaucoup de victimes mineures, pour un rien, pour un regard. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est la bonne question que vous vous posez à vous-même. Ça va vous permettre de rebondir. Oui, mais en même temps, je trouve que dans les statistiques, euh, l'augmentation que vous soulignez n'apparaît pas vraiment de manière abondante, nombreuse, etc. Je trouve qu'il y a soit une sous-estimation, parce qu'en réalité, on n'arrive pas à juguler cette crise, soit parce que il y a une réalité, c'est que ça n'est pas aussi répandu qu'on le prétend. Bon, l'explication que je peux me faire, moi, de par mon expérience et d'observation, c'est que on est dans une forme de déni et dans une forme aussi d'idéologie. On remonte toujours à l'ordonnance fondatrice de la délinquance des mineurs, l'ordonnance du 2 février 1945. Nous sortions de la guerre. Il y avait beaucoup d'enfants orphelins, de pères, qui étaient morts à la guerre. Il y avait un magnifique préambule dans cette ordonnance. La France n'est pas assez riche d'enfants sains, etc., etc., qu'il faut les préserver. Mais c'était une époque d'une délinquance qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'était les chiens perdus sans collier de Gilbert Cesbron. C'était des orphelins qui chapardaient, qui volaient, qui cambriolaient. Point barre. Et donc cette ordonnance de 1945 fait prévaloir ce qu'on appelait le primat de l'éducatif. Tout pour l'éducatif. Il y avait dans le texte de l'ordonnance la répression, mais on avait tendance à l'oublier. En tout cas, les juges des enfants ne l'appliquaient pas. Donc on a oublié la sanction depuis 1945. Et là, moi j'avais espéré
avec la réforme du code pénal des mineurs, on allait enfin toucher à cette grande dame et vieille dame respectable qui était l'ordonnance de 45, qui était vraiment inscrite dans le marbre, même si elle avait subi quelques liftings. J'avais espéré en 2021, nous sommes là en 2021 avec Madame Belloubet et ensuite Monsieur Dupond-Moretti, grande réforme, nouveau code pénal des mineurs. On réformait l'ordonnance de 45. Je dis, ça y est, on va y aller. On va prendre des bons dispositifs, des bonnes mesures. On a fait tout le contraire. On a réformé à contresens historique. Parce que vous comprenez bien qu'un mineur, il ne comprend la sanction que lorsque la sanction est proche de la commission des faits. Si vous sanctionnez tout de suite, il comprend pourquoi vous sanctionnez. Et si vous sanctionnez 1 an ou 2 ans plus tard, il ne comprend plus. Et c'est ce qu'on fait. Alors en 2021, vraiment, ils sont des génies hein, dans les bureaux de la chancellerie. Ils ont un nouveau concept qui s'appelle la césure du procès pénal. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas une audience pour un mineur, vous en avez 2. La première audience consiste à examiner la culpabilité du mineur. Est-il coupable? On examine les faits. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé la culpabilité, on renvoie à une deuxième audience qui est à peu près 9 mois plus tard pour savoir éventuellement quelle serait la peine qu'on prononcerait. Ça n'a plus aucun sens. En étudiant quel fait le dossier. Le même dossier. Vous avez 2 audiences. Alors déjà que la justice est exsangue, déjà que la justice des mineurs ne pouvait pas assurer régulièrement. Pourquoi, faute de personnel? Beaucoup trop d'affaires et pas assez de magistrats, pas assez de greffiers. Mais là, on a une justice de luxe maintenant, puisqu'on a 2 audiences pour une affaire. Donc, on n'a rien compris. Toujours avec le manque de moyens. Toujours avec le manque de moyens. Donc, les juges en... Parce qu'il est réel, le manque des moyens. Bien sûr. Il faut le dire. Là, dans la justice, je vais vous faire une petite parenthèse. Il y avait à peu près 8000 magistrats sous Napoléon Ier. Il y en a à peu près 8000 aujourd'hui. Cherchez l'erreur. Bah oui, cherchez l'erreur. Bon. Donc, et on est le double de la population. Mais non seulement on est le double, mais il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train à l'époque, il n'y avait pas d'accident, il n'y avait pas de problème de responsabilité médicale, il y avait rien de tout ça. Vous imaginez? Bon, et ça c'est un autre problème. Et je vous propose de l'aborder, la question des moyens de la justice, un jour. Je rappelle qu'il y a un garde des Sceaux qui a dit, c'est M. Urvoas, il a parlé de clochardisation de la justice. C'est vrai. Ça c'est encore un autre sujet, mais il impacte directement la justice. Donc un mineur, si vous ne le sanctionnez pas, imaginez votre enfant, il fait une bêtise. Vous lui dites, t'as fait la bêtise, je vais réfléchir à ce que je vais te sanctionner, mais je te le dirai dans 3 mois. Donc, on en est là. On en est là, mais pour vous illustrer le sujet, je voudrais vous raconter une audience que j'ai vécue parmi tant d'autres, quand j'étais substitut des mineurs au parquet de Vienne. Vous avez un mineur de 13 ans qui comparaît devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants, c'est à huis clos, hein, c'est pas ouvert au public, il y a juste les familles, les victimes. Et le gamin de 13 ans, le tribunal lui dit, tu as volé un autoradio, ça ne se fait pas. C'est contraire à la loi, ça n'est pas bien. Enfin, c'est la première fois, le tribunal tient compte du fait que tu n'avais pas commis avant l'infraction et te condamne à une admonestation. Le mineur, il bouge pas. Quoi, je peux partir? Mais oui, tu peux rentrer chez toi. Admonestation, il comprend pas du tout ce que ça veut dire. Ce qu'il voit, c'est qu'il rentre chez lui et il retrouve son quartier. Et il recommence. Et là, il a 14 ans, il commence à voler un cyclomoteur. Il se fait attraper, il comparaît devant le même tribunal qui lui dit, non, on t'avait prévenu. Une admonestation, tu n'as pas tenu compte de nos avertissements, cette fois-ci, tu comprends bien que le tribunal va devoir te condamner. Et en guise de sanction, le tribunal te condamne à une remise à parents. Je peux rentrer? Mais oui, tu rentres chez toi. C'est un cas que vous avez vécu? Et ce jeune mineur, bien sûr, il a 15 ans et demi, 16 ans. Et là, il se rend compte que plutôt que de voler des scooters ou des autoradios, c'est bien plus rémunérateur que de faire du deal et de faire le chouf pour le trafic de stupéfiants. Et donc, il se fait attraper.
Il recomparaît devant le tribunal. Pour la 3e fois, le tribunal est là. Là, tu passes du vol trafic de stupéfiants, c'est la 3e fois. Le tribunal perd patience. Et en guise de sanction, te condamne à une mise en liberté surveillée préjudicielle. Rentrer, mais tu peux rentrer. Et rentre chez lui. Et là, en arrivant chez lui, il devient le caïd. Il a affronté la police et la justice en vainqueur. Et on ne lui a rien fait. Pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? Il fait son rapport coût-avantage. Qu'est-ce que ça me rapporte, le chouf? Ça me rapporte 300 euros, 200, 300 euros par jour. Qu'est-ce que ça me coûte? Rien. Et il continue. À la 30e fois, quand il comparait pour la 30e fois, il a 17 ans, devant le tribunal pour enfants, qui est déjà un quasi-judiciaire comme ça, le tribunal n'en peut plus. Il dit, ah, cette fois-ci, on ne peut pas faire autrement que de te condamner à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Je peux rentrer, mais tu rentres, etc. Jusqu'au jour, il n'aura pas fait un seul jour de prison. Jusqu'au jour où il commet un crime, vol à main armée. Là, c'est des assises. Et là, aux assises, il y a des jurés populaires. Hein. Il n'y a pas que des juges qui sortent de l'école de la magistrature de Bordeaux. Culture de l'excuse. Et là, un hold-up, il le condamne avec arme et tout, à 8 ans de réclusion criminelle. Et là, vous avez le gamin de 20 ans, dans le box, qui s'enfonce, et qui dit, mais, je vais faire 8 ans de prison. Pourquoi on m'a pas prévenu avant? Voilà l'histoire. Voilà l'histoire d'une audience que je vivais toutes les semaines à mon tribunal. Et un jour, après j'étais juge d'instruction mineur, quelques années après avoir quitté mes fonctions, je vais me promener à Lyon, sur les quais de Saône, face aux 24 colonnes, le palais de justice historique où j'avais exercé. J'aime bien aller me promener là-bas. Et j'entends, monsieur le juge, alors je me retourne, toujours un peu sur mes gardes, vous êtes le juge Fenech? Je dis oui, je pense un individu, quarantaine d'années, type maghrébin. Et là, il me dit, c'est vous, hein? Je dis oui, c'est moi. Il me dit, merci, monsieur le juge. Je dis, mais de quoi? Il me dit, j'avais 16 ans. Vous êtes le premier. Il m'avait fait comprendre. Il m'avait mis 15 jours en prison. Je suis sorti de là. J'ai compris. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai des enfants. Et j'ai un travail. Merci, monsieur le juge. Et pourquoi? Parce que vous avez été... Parce que je l'ai mis en prison. Parce qu'il fallait arrêter. Parce que vous l'avez sanctionné durement. Parce que je l'ai sanctionné d'une peine qu'il a comprise, pas des remises apparentes, des admonestations, etc. Il a compris, il s'est retrouvé dans cette cellule, il a compris que c'était grave ce qu'il était en train de faire. Voyez-vous? Donc ça s'appelle des courtes peines d'emprisonnement qui ont disparu de notre législation aujourd'hui. Oui, mais là, on se heurte à un autre sujet. Enfin, vous le connaissez par cœur. C'est le manque de place. C'est même pas le manque de place, c'est qu'on a supprimé de la loi les courtes peines d'emprisonnement. Même si le tribunal le voulait, la loi l'a fait disparaître. Jusqu'à 6 mois, on ne peut pas mettre de prison. C'est-à-dire que vous considérez que la pédagogie doit se faire aussi par l'incarcération. Mais la sanction, elle est éducative. Quand tout a échoué, qu'est-ce qui vous reste? Avec quelle population il va rencontrer justement dans le monde Mais pénitentiaire? vous avez, alors, la privation de liberté, ça peut commencer par un centre éducatif fermé. C'est des mini-structures, vous avez une dizaine, une douzaine de jeunes, ça coûte très cher, mais on en a, mais on n'en a pas suffisamment. On en a 53 en France. Centres éducatifs fermés, vous imaginez? Il n'y en a pas un par département. Donc il faudrait déjà doubler le nombre, au minimum doubler le nombre des centres éducatifs fermés. Il faut plus de place dans les EPM, les établissements pour mineurs, qui sont des prisons à part. Hein. On ne mélange pas avec les adultes. Hein. Voilà. Donc je crois qu'il y a à peu près 800 détenus actuellement mineurs dans nos prisons françaises. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'incarcérer pour incarcérer tout de suite. Il s'agit de bien faire comprendre qu'un mineur qui s'incruste dans la délinquance, il n'y a qu'une seule chose qu'il comprend à un certain moment, c'est la sanction, privation de liberté. Ça, il le comprend tout de suite. Le reste, il ne le comprend pas. Alors, vous savez très bien, et vous êtes bien placé pour savoir, Georges Fenech, qu'il y a un élément qui aggrave, notamment aussi à partir de la délinquance des mineurs, c'est l'argent, le flux d'argent qu'on injecte, notamment
il y a en quelque sorte une paupérisation de l'ensemble de la délinquance pénitentiaire qui a trouvé des revenus maintenant dans le trafic de drogue. La rémunération a triplé, quadruplé, sinon même quintuplé. Oui, Et ceux qui dirigent ce trafic de drogue ne sont pas en France pour les trois quarts. Ils sont réfugiés notamment dans le golfe arabo-persique, dans des centres comme des villes comme Dubaï. Ils sont inaccessibles, inatteignables, et ça se multiplie avec un système de blanchiment des revenus considérables du trafic de drogue et qui paraissent inatteignables finalement. nous en avons déjà fait une émission, souvenez-vous, pour le droit de comprendre. On estime à peu près entre 4 et 6 milliards le chiffre d'affaires global en France du trafic de stupéfiants, ce qui est important. Le budget de la justice, hein. Donc, vous comprenez bien qu'il y a une action à mener très forte à ce niveau-là. Nous attendons toujours, d'ailleurs, la création du parquet national antidrogue, puisqu'il est sur le papier, avant de partir, avant la dissolution ratée, Gabriel Attal avait dans ses tiroirs la création d'un parquet national antidrogue, qu'avait voulu aussi, rendons-lui grâce, M. Dupond-Moretti. On attend qu'il se mette en place, sauf qu'avec toutes ces motions de censure et ces dissolutions et ces gouvernements à répétition, il faut une coordination, un peu sur le modèle américain, la Drug Enforcement Administration, la DEA, qui avait été créée à l'époque de la French Connection. Il faut remonter. C'est un véritable fer de lance d'enquête. Exactement. Alors que French Connection, c'était à l'époque. Il faut créer ce parquet national. Alors, il y a déjà l'OFAST, l'Office français de anti-stup, qui marche bien, mais c'est plutôt un service de police, là. Il faut créer l'équivalent au niveau de la justice. Comme on a fait un parquet national antiterroriste. Au parquet national anti-financier. Ou le PNF, le parquet national financier. Il faut, et ça va se faire. Ça a été annoncé. C'est d'ailleurs l'une des propositions de la commission d'enquête du Sénat. Et ainsi, on peut espérer juguler le grand trafic d'importation et donc faire en sorte qu'il y ait moins de mineurs impliqués sur le terrain. Oui, mais au cœur d'une conversation que nous avions sur le sujet, d'ailleurs, vous m'avez dit il y a quelques instants, avant même cet enregistrement, qu'il fallait s'attaquer à l'argent. Oui. Que l'instruction devait commencer d'abord bien sûr, par l'argent. C'est de l'argent. Le trafic de stupes, ça rapporte beaucoup d'argent et c'est tout du cash. Comment on a fait tomber Al Capone? Il y a longtemps. Le fisc, la fiscalité. Non, mais bien sûr, non. Je pour donner un exemple, mais il est évident que les grands trafics de stupéfiants, il faut les prendre au porte-monnaie. C'est évident. Et donc, il y a d'ailleurs des enquêtes qui sont menées conjointement, coordonnées par le parquet, avec l'administration fiscale, avec la direction des douanes, avec les services économiques et financiers de la police judiciaire, tout ça, ça travaille. Donc aujourd'hui, on a inversé quelque part la charge de la preuve, puisque quelqu'un qui est interpellé, on soupçonne d'un trafic au volant d'une grosse cylindrée, on va lui demander comment il l'a acheté. Il va falloir qu'il le prouve. Donc il faut s'attaquer au bien. Et puis saisir, c'est bien. On fait de plus en plus de saisies, notamment de véhicules rapides, qui sont d'ailleurs attribués maintenant à la police, parce que la police manque aussi de véhicules et de moyens. Vous voyez donc, c'est une action qui est menée sur différents fronts. L'importation, il faut discuter avec les pays exportateurs, il faut discuter avec le Maroc, il faut discuter avec la Colombie, enfin, tous les pays d'où ça vient, pour qu'il y ait des accords bilatéraux. Il faut évidemment traiter ensuite le trafic, le deal, mais aussi, ne l'oubliez pas, le consommateur. Parce que si vous n'avez pas d'achat de consommateurs, vous n'avez pas de vendeurs. Donc il faut aussi sanctionner l'usage des stupéfiants. Alors, il y a un autre phénomène qu'on n'étudie pas assez, mais qu'on commence à remarquer, c'est que ça n'est plus les grandes villes qui sont contaminées, mais de plus en plus les petites villes. Et il y a une deuxième floraison presque spontanée. Vous savez, il y a une fleur qui se reproduit très, très rapidement, c'est le coquelicot. Ben, de la même manière, moi, je remarque que dans des grandes villes jusqu'aux petites villes, il y a une floraison spontanée de kebabs. Il y a un nombre de kebabs dont je suis persuadé, c'est là qu'il fallait chercher le blanchiment d'argent et les lessiveuses, comme on dit justement, du rapport du trafic de cam, de drogue. Mais bien sûr, vous avez raison sur les deux points.
d'une part, l'extension du trafic dans tout le territoire national. Il y a des zones rurales qui sont maintenant investies par des trafiquants. On voit du trafic dans des petites communes, très rurales, qu'on ne voyait jamais avant. Et puis, effectivement, l'investissement et le blanchiment de cet argent. Et ça, on le retrouve dans des bistrots, des restaurants, des kebabs et autres. C'est ainsi, bon, après, c'est tout le travail de l'administration fiscale, d'intervenir. Puis vous avez aussi un Un outil qui marche bien, le TracFin. TracFin est un outil à Bercy, effectivement, qui traque cet argent sale, cet argent avec une origine délictueuse. Pour finir, vous êtes optimiste ou pas? Pour la délinquance des mineurs, Oui. non, je crois que il faut une rupture avec tout ce qui s'est fait depuis 40 ans. Donc il faut mettre un terme à cette idéologie. Pas de prison pour les mineurs. La prison, c'est leur rendre service à un certain moment. Je dis pas qu'il faut les garder longtemps, mais si vous interrompez dans l'œuf cette délinquance, vous y gagnez finalement. Tout le monde est gagnant. Donc je serais optimiste du jour où il y aura une rupture. Il y a des hommes qui étaient, même à gauche, je vais vous dire, qui étaient conscients de ça. Je pense à Jean-Pierre Chevènement, quand il parlait des sauvageons, vous vous souvenez? Il avait compris. Il avait compris. Mais y a-t-il encore des Jean-Pierre Chevènement? Il en faudrait. Ça, c'est pour vous dire à gauche. À droite, il y en a eu aussi, pas suffisamment à mon goût, mais il faut une politique de rupture. Il faut qu'il y ait à la chancellerie et Place Beauvau, apparemment c'est le cas aujourd'hui, on dit que ils s'entendent bien et qu'ils ont la même logique, que ce soit M. Darmanin et M. Retailleau, sauf qu'ils sont dans un contexte où il n'y a pas de majorité parlementaire, ce qui est difficile, mais s'il y a une volonté politique, une volonté de rupture, bien sûr qu'on peut obtenir des résultats. Et les magistrats? Faut pas les oublier. Ils accepteront? Ça, c'est le plus difficile, à mon avis. Merci.